Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Coronavirus, quel dispositif au Mali? Voilà donc le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Moussa Koné, il est sous-directeur de la lutte contre la maladie à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Amara Siribé, il est de SOS Hôpitaux. Et Oroki Asanogo, il est professeur à la faculté de médecine et chef du département de la médecine traditionnelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahim Aran Diallo. Le Grand Dialogue. Alors, Monsieur Koné, coronavirus aujourd'hui, est-ce qu'on doit s'inquiéter, notamment dans le contexte malien? Merci et je souhaite bonne soirée à tous nos téléspectateurs et à tous nos auditeurs. Et je suis content d'être dans le studio de Tamani. Effectivement, aujourd'hui, le coronavirus a été déclaré comme pandémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle mondiale par l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, il ne faut pas aller à la panique. Donc, il ne faut pas se paniquer et il faut prendre des précautions. Donc, pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. Alors, vous dites qu'elle a été déclarée comme étant une pandémie mondiale. Ça veut dire quoi, une pandémie? C'est quoi, justement? Effectivement, chaque fois qu'il y a une épidémie qui éclate dans une localité et que si elle s'étend à l'ensemble du globe terrestre, automatiquement l'Organisation mondiale de la santé qui assure la veille en matière de surveillance épidémiologique déclare que bon, voilà, c'est une épidémie qui est en train de toucher plusieurs pays à la fois et ça devient une pandémie. Donc si on remonte dans l'histoire, on peut voir que le VIH a été déclaré comme pandémie, on peut voir que la peste à un moment donné a été déclarée comme pandémie et voilà. D'accord. Alors, Oroki Asanogo, vous êtes quand même professeur à la faculté de médecine. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter aujourd'hui par rapport à ce virus? Voilà, comme le docteur Koné, merci. Nous saluons cette occasion que Studio Tamani nous offre de parler du coronavirus. Et comme le docteur Koné l'a dit, je crois qu'aujourd'hui, il est important d'être serein, mais responsable, et d'affronter ce problème en prenant les précautions nécessaires pour faire face, comme les recommandations données par le ministère de la Santé et provenant également des dispositions générales au niveau mondial. Et donc, pour compléter, on dit que c'est aujourd'hui une pandémie. Au moins, dès que 2 continents sont touchés par une épidémie, donc ça veut dire aujourd'hui, on peut dire même il y a 3 continents. Plus de 2 continents sont touchés. Donc l'OMS a déclaré la maladie comme une pandémie. Mais il ne faut pas s'affoler, il faut l'affronter avec responsabilité. Alors, l'affronter avec responsabilité, ça vient de Oroki Asanogo. Alors, M. Siribé, votre structure s'intéresse beaucoup effectivement à la santé, aux hôpitaux. Alors, est-ce que ce coronavirus aujourd'hui est une préoccupation, effectivement, chez vous? Merci. Je salue d'abord les responsables du studio Tamani et l'ensemble de nos téléspectateurs. Oui, effectivement, c'est un sujet qui nous préoccupe en tant qu'acteur de la société civile. Mais c'est qu'il faut, nous sommes sereins, comme ils ont dit, il faut être serein parce que pour une fois, nous pensons que le gouvernement a pris le taureau par la corde et a agi rapidement et a pris des dispositifs qui nous permettent aujourd'hui d'être plus en serein que d'autres pays de la sous-région. Donc c'est une préoccupation, mais nous sommes sereins, nous pensons que si le gouvernement continue dans cette lancée, on peut être épargné. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, M. Koné, on va faire une petite analyse conceptuelle. Des fois, on entend coronavirus, des fois, on entend Covid-19. Y a-t-il une différence entre ces 2 expressions, ces 2 appellations? Merci, question très intéressante. Effectivement, le coronavirus a eu dans le temps à faire plusieurs épidémies. La dernière en date remontée en 2002. Et ça, c'était le SRAS, le syndrome respiratoire aigu. Donc ça, c'était causé par le coronavirus. Aujourd'hui, le virus auquel nous avons affaire est un peu génétiquement différent de l'autre virus.
C'est pourquoi on l'a appelé le Covid-19. Donc c'est le nom qu'on a donné au virus aujourd'hui responsable de cette pandémie. Mais il appartient à une grande famille de coronavirus. C'est la famille qui est appelée donc coronavirus. La grande famille s'appelle coronavirus. Et en fait, le virus responsable pour cette pandémie, on l'a nommé Covid-19. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu à propos des voies de contamination de cette maladie, justement? Bon, cette maladie se transmet principalement par les gouttelettes. Quand vous parlez, quand vous respirez, c'est-à-dire que les gouttelettes de salive que vous émettez, donc en médecine, c'est ce qu'on appelle les gouttelettes de fluge. Donc ça se transmet principalement par ces gouttelettes, que ce soit des gouttelettes nasales, que ce soit les gouttelettes au niveau buccal. Donc c'est cette voie de transmission pour le moment qui est retenue pour ce virus. Alors, professeur, est-ce que ces voies de transmission sont propres à cette maladie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres maladies effectivement qui auraient ces mêmes voies de transmission? Bon, et je crois que ce que le docteur Koné a dit, c'est lui le médecin, moi je suis pharmacienne, donc ils connaissent mieux la maladie que moi, mais ce qu'il a dit aujourd'hui, que ce soit les SRAS et que ce soit cette pandémie de coronavirus, la voie de transmission, je crois, c'est les voies respiratoires. Donc quand on tousse, quand on éternue, donc on émet des gouttelettes et c'est à travers ces gouttelettes-là la maladie se transmet. Et cela est commun à d'autres maladies virales, même le rhume. Le rhume seulement, c'est une maladie virale. Quand on est à côté de quelqu'un, on est enrhumé. Quand on tousse, l'autre qui est en face prend le rhume. Donc, c'est commun à d'autres maladies qui touchent les voies respiratoires et donc les excrétions qui viennent de ces voies respiratoires peuvent permettre de transmettre. C'est pour cela, aujourd'hui, une des dispositions, c'est d'être à distance, au moins de 1 mètre à distance. Et puis, on a dit, si on doit tousser, si on doit éternuer, c'est de le faire dans le coude pour éviter de le faire dans la main, parce qu'après la main, on touche les choses. Voilà. Donc, et puis, on va donner. Donc, je crois que c'est le mode de transmission. Aujourd'hui, c'est cette voie, mais ce n'est pas un mode de transmission spécifique à ce coronavirus. Alors, M. Sylvie, est-ce que vous estimez que ces voies de transmission sont maîtrisées aujourd'hui, effectivement? Difficile parce qu'il faut l'admettre, nous avons une population nous sommes beaucoup plus et nous embrassons beaucoup plus entre nous, nous sommes beaucoup plus en contact. Donc c'est vraiment difficile d'adopter ces mesures-là chez nous, mais il les faut. Est-ce qu'elles sont déjà bien comprises? Je pense que c'est déjà bien compris, parce que pour une fois, je pense que nous avons réellement peur de quelque chose. Parce que généralement, ici, on sabote tout, on ne fait pas confiance à ce que le gouvernement dit, mais pour une fois, tout ce qui a été dit, nous l'écoutons et nous avons réellement peur, la population a réellement peur. Je pense que chacun essaie d'adopter ces mesures. La preuve, dans nos services aujourd'hui, partout, il y a des gels, il y a des gels antibactériens dans tous les services aujourd'hui. Et dès que tu rentres, on te demande de laver la main avec. Donc, je pense que les gens sont en train de s'adapter à ça. Ça va être difficile, mais petit à petit, nous allons y arriver. Alors, je rappelle que le Mali n'a pas été encore touché par le coronavirus. En tout cas, on n'a pas une information officielle en la matière. Alors, Monsieur Koné, quel est le dispositif effectivement qui est mis en place par les autorités sanitaires pour prévenir cette maladie au Mali? Oui, merci. Effectivement, aujourd'hui, on peut déclarer que le Mali a 0 cas confirmé de coronavirus Covid-19 sur son territoire. Ça, c'est clair et net. On a eu des cas suspects, on a fait des prélèvements qui se sont révélés tous négatifs. Donc, par rapport à la lutte contre cette maladie, le gouvernement a eu à développer ce qu'on appelle un plan stratégique de lutte contre le Covid-19. Ce plan a été élaboré et il a été présenté par M. le ministre de la Santé aux partenaires techniques et financiers du Mali. Dans ce plan, quand vous regardez, il y a plusieurs axes stratégiques.
premier axe stratégique, si vous le voyez, c'est d'abord la communication pour le changement de comportement. Donc, on vous remercie parce que vous participez activement à cela. Donc, il faut communiquer pour amener les gens, comme le professeur l'a dit, quand ils veulent éternuer dans le coude ou dans un mouchoir, de prendre des comportements responsables pour que le virus ne passe pas par eux. Après la communication pour le changement de comportement, nous avons la prise en charge. Par rapport à la prise en charge, le gouvernement a pris le devant. Il a aménagé des salles, que ce soit au niveau national, au niveau régional, pour permettre la prise en charge d'éventuels cas de coronavirus, si d'aventure ça se présente. Et on souhaite que ça ne se présente pas. Après cela, nous avons également la coordination. Donc, il y a un comité de crise qui est en place et il y a une coordination nationale qui est en place, qui se réunissent journalièrement, hebdomadairement selon le niveau et qui coordonne toutes les activités qui sont en train d'être mises en œuvre sur le terrain. Et la dernière stratégie, ça c'est le système d'information et la surveillance épidémiologique. Parce qu'il faut surveiller les frontières, que ce soit les frontières aériennes, que ce soit les frontières terrestres. Il faut que toute personne, que ce soit des Maliens ou des non-Maliens, qui passent par la frontière, soit checkée pour voir si la personne n'est pas porteur de fièvre ou d'un de ces signes. Et donc, si d'aventure, il y a certaines personnes qui sont porteurs de ces signes, également des mesures sont prises pour les mettre soit en autoconfinement chez eux, soit en quarantaine, si effectivement la menace s'avère sérieuse. Alors aujourd'hui, ces activités sont en œuvre sur l'ensemble du territoire national, en tout cas au niveau des axes stratégiques. Oui, toutes ces activités aujourd'hui ont démarré. Au niveau de la communication, vous avez déjà vu les sketchs qui passent à la télé. Vous avez également au niveau de l'aéroport, sur les écrans gérants des téléviseurs, des messages qui se passent au niveau des aéroports. Il y a également les radios. Donc on utilise les mass médias pour essayer d'atteindre le maximum de gens. Pour la prise en charge, l'hôpital du Point G a aménagé des salles pour la prise en charge. Il y a les 2 USP au Sénam, pour ceux qui ont de Bamako. Les prises en charge sont gratuites, hein? Oui, pour le moment, face à toute épidémie, la prise en charge elle est gratuite. Parce que c'est un problème de santé qui peut menacer toute la population générale de la population. Donc, il y a à cet effet, il y a eu des besoins en médicaments, des besoins en équipements qui ont été exprimés et qui ont été satisfaits à hauteur de souhait. Merci, M. Koné. Alors, professeur, vous venez d'entendre effectivement le dispositif mis en place par l'État pour prévenir justement le Covid-19. Alors, comment voyez-vous, quelle analyse faites-vous de ce dispositif? Merci. Je crois que tout ce que le docteur Koné vient de dire, il a été dit que le gouvernement a pris le devant. Et si vous vous rappelez, la première réunion des ministres de la Santé de l'espace CEDEAO, donc de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de santé, a été effectuée ici à Bamako parce que les ministres de la Santé de la sous-région ont pris les dispositions et ils ont coordonné les actions. Donc chaque pays est en train de mettre en œuvre cela. Et je crois que l'élément le plus important aujourd'hui, sur lequel il faut insister, et que le gouvernement du Mali, à travers le communiqué du ministère de la Santé, a dit, c'est de la non-fermeture des frontières, mais c'est de mettre aux frontières aériennes et terrestres des équipes de contrôle. Et cela est très important, parce que la tendance est de dire, oui, il faut fermer les frontières. Parce que là où on est aujourd'hui, 6 pays limitrophes du Mali, il y a des cas. Donc ce n'est pas une solution pour le Mali de fermer ses frontières. Ce n'est pas une solution de fermer les frontières. Nous avons eu l'expérience de la gestion de la maladie à virus Ebola. Le Mali n'a pas fermé sa frontière avec la Guinée. Mais par contre, il y a une coordination entre les équipes de Guinée et les équipes du Mali. Et cela est très important. Et ce que moi je voulais dire aujourd'hui, pour renforcer cette surveillance, j'aimerais qu'on implique les praticiens de la médecine traditionnelle, les praticiens de santé. Je crois qu'il serait important aujourd'hui qu'on renforce la surveillance épidémiologique, le contrôle aux frontières, en élargissant
les actions aux ceux qui sont les détenteurs du savoir, qui sont sur le terrain et les gens peuvent les consulter. Donc, il serait très intéressant de faire cela, de communiquer avec eux, de faire en sorte qu'ils puissent nous aider. J'espère bien que le ministère a bien noté. Mais on va revenir sur cette question de la médecine traditionnelle. Donc, aujourd'hui, je crois que le premier niveau qui peut éviter l'arrivée du coronavirus au Mali, c'est à niveau de ces contrôles et les cas suspects détectés. Et on a des laboratoires aujourd'hui au Mali qui le font. Les autorités les ont visités. Et dès qu'il y a un cas suspect, les dispositions sont là pour une prise en charge, comme il a dit, au niveau des différents points utilisés, mais également la recherche des personnes contacts. Une des grosses efficacités du Mali pour Ebola, ça a été cela. Donc, il faut tout de suite circonscrire les personnes qui ont eu en contact avec le cas. Et je crois que cette disposition est en place aujourd'hui. Alors, M. Sylvie, vous l'avez dit au début de... On va vous donner la parole tout à l'heure, M. Traoré. Vous l'avez dit au début de votre introduction que le Covid-19 constitue aujourd'hui une préoccupation pour vous. Oui. Alors, le ministère de la Santé vient de nous parler du dispositif qui a été mis en place contre la maladie. Est-ce que ça vous rassure? Un peu, ça nous rassure un peu, il faut avoir le courage de le dire. Le gouvernement a beaucoup fait parce que nous avons vu que depuis le début, on a vu le ministre de la Santé se mettre avec l'ambassade de la Chine pour déjà prendre le devant avant que la maladie n'arrive même en Afrique. Donc nous avons constaté tout ça, mais moi je pense qu'aujourd'hui, c'est même impossible de fermer nos frontières. Mais par contre, nous devons peut-être interdire les vols entre le Mali et certains pays européens où aujourd'hui la pandémie est large. Par exemple, un pays comme l'Italie, où c'est difficile de maîtriser. Si les gens doivent quitter là-bas pour venir, malgré les dispositifs mis en place, nous pensons que le gouvernement a fait beaucoup, mais le gouvernement peut faire plus. Par exemple, certains pays comme l'Italie, la France aujourd'hui, et la Chine, nous pouvons vraiment interdire aujourd'hui les vols entre les Mali, tous les vols provenant de ces pays, ou bien les va-et-vient entre les Maliens et quittant le Mali pour aller dans ces pays et revenir. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali peut aller dans ce sens-là pour atteindre. Parce que nous, notre crainte, c'est que ça n'arrive pas. Parce que si ça arrive par malheur chez nous, nous n'avons pas de comportement. Nos comportements ne favorisent pas aujourd'hui l'arrêt de cette maladie. Donc, on a parlé quand même de la communication active. Oui, vous avez beaucoup communiqué. Vous savez, déjà, dans ces pays, les gens mélangent tout. On peut ne pas aimer le gouvernement, mais ce qui fait le gouvernement, si c'est dans le bon sens, on doit l'accompagner. Mais dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, même si vous dites quelque chose qui est bien, on va saboter. Donc le comportement même de notre population ne favorise pas certaines choses. Donc c'est pourquoi nous saluons tous les dispositifs que le gouvernement a mis en place. Mais ce dispositif est limité. Et ça arrive, selon vous, vraiment aller à plus loin pour maîtriser la chose, pour faire en sorte que ça n'arrive pas. D'accord. Alors, M. Koné, vous venez d'entendre SOS Hôpitaux. Ils estiment que le dispositif est bon, mais il a quand même des limites, notamment la question de fermeture des aéroports. Alors, est-ce que c'est réaliste de fermer hermétiquement certains aéroports, notamment avec les pays dans lesquels se trouve le Covid-19, notamment l'Italie ou la France ou la Chine? Est-ce que c'est envisageable, cette solution? Donc, effectivement, c'est une très bonne question et c'est une question qui est à l'actualité. Mais avant d'arriver à cette question, je vais dire que le gouvernement a mis en place un numéro vert, le 36061, dont l'appel il est gratuit. Donc ça fait partie du dispositif de prévention par rapport au Covid-19. Par rapport à la fermeture des aéroports, donc je ne sais pas si vous avez généralement les situations épidémiologiques. Dans certaines situations épidémiologiques, les épidémiologistes sont consultés. Et ils ont des paramètres. À travers ces paramètres, ils peuvent vous dire, bon, continuez, mais restez vigilants. Comme ils peuvent vous dire, arrêtez et on ferme tout. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que là où nous en sommes aujourd'hui, le Mali, grâce à Dieu, a 10 000 épidémiologistes qui ont fait leurs preuves partout à travers le monde. Et ce comité d'experts pour aujourd'hui estime que la fermeture systématique de nos frontières, l'interdiction des vols à partir des pays infectés n'est pas d'actualité pour le moment. Et si vous l'avez vu, l'OMS a essayé de classer les pays africains en matière de préparation face à cette épidémie.
Et sur cette carte, le Mali apparaît aujourd'hui en vert. Donc il y a 3 couleurs. Il y a le vert, le jaune et le rouge. Donc ça veut dire que le degré de préparation de la République du Mali face à l'épidémie de Covid-19, appréciée par l'Organisation mondiale de la santé, elle est optimale. Donc, comme le professeur a dit, il faut être vigilant. Il faut être vigilant tout au long des cordons sanitaires. Et aujourd'hui, on sort d'une rencontre où on a répertorié tous les cordons terrestres et tous les cordons aériens. Parce que ce que vous ne savez pas, même à Sigasso, il y a une piste où des avions arrivent. À Mopti, il y a une piste. À Gao, il y a une piste. À Menaka, il y en a. À Gao, n'en parlons pas. À Mopti, n'en parlons pas. Donc aujourd'hui, on a répertorié tous les aéroports qui peuvent recevoir des vols internationaux. Et à la date d'aujourd'hui, on a mis en place des cordons au niveau de tous ces aéroports. Au niveau du cordon terrestre, si je prends par exemple l'exemple de Sigasso, ils ont 18 cordons terrestres qui fonctionnent. Donc nous sommes en train de faire avec. Et on a une fiche également que chaque passager remplit et qui nous permet de suivre tous les passagers à distance. Donc je pense que c'est, vu l'évolution de la situation, et sur le conseil des épidémiologiques, c'est l'organisation optimale qu'un pays comme le Mali peut faire face à cette épidémie de Covid. Alors, M. Siribé, vous venez d'entendre M. Koné, il parle d'une décision qui est venue quand même des experts en la matière. Vous savez, nous ne voyons pas la chose de la même manière que les experts, il faut le dire. Ils ont leur expertise, ils jugent selon l'évolution de la maladie, mais nous, en tant que population civile, nous craignons que la maladie n'arrive. Donc nous sommes beaucoup plus rapides que dans nos pensées que eux, parce que nous ne voulons pas que ça arrive. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement le plus souvent de prendre certaines... Peut-être pas tout de suite, mais je pense qu'il faut envisager ces genres de choses pour éviter que la maladie n'arrive. Parce que nous, vraiment, ce que nous voulons en tant que société civile, qu'on n'entend pas des cas de coronavirus confirmés au Mali. Ça, c'est notre souhait. Maintenant, tout ce que le gouvernement en fait, c'est salutaire. Parce que nous le disons pour une fois, nous, on le dit, le gouvernement a été proactif et a été très, très rapide dans son intervention. Ça, c'est à saluer. Mais nous pensons qu'ils peuvent faire encore plus. Alors, professeur, les partis sont à la limite divisés sur cette question. Est-ce qu'on doit faire confiance effectivement à nos épidémiologistes? Le terme est correct. Moi, je crois que la société civile doit suivre les recommandations du ministère de la Santé. Et j'aimerais ici rappeler ce que le ministère de la Santé a dit, parce qu'ils ont fait les 10 points. Moi, j'ai amené avec moi. Concernant les mesures individuelles et collectives, et réduire au maximum les grands rassemblements non nécessaires. Et là, aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'il y ait responsabilité pour éviter les grands mariages, pour éviter des grandes manifestations. Le gouvernement nous invite à cela. Suspendre la participation des cadres dans des grandes réunions et forats dans les pays fortement touchés. Suspendre la tenue des regroupements importants au Mali, conférences, colloques, symposiums, festivals, jusqu'à nouvel ordre. Donc, quand je regarde ça, et puis renforcer les mesures d'hygiène individuelle, collective, lavage des mains, d'utilisation du savon, des solutions hydroalcooliques dans tous les services et les lieux publics, éviter de serrer les mains, et puis bon, voilà, donc les accolades. Donc quand nous regardons cela, je crois qu'aujourd'hui, au lieu de demander de fermer systématiquement les aéroports, je pense que la société civile doit, avec responsabilité, avec conscience, éviter ces questions. Les regroupements religieux qui peuvent amener que les gens qui quittent ces zones-là, ils viennent et rentrent dans les populations et ils diffusent. Rappelons qu'au Sénégal, c'est un Sénégalais vivant en Italie qui est rentré à Touba, a participé à une manifestation religieuse. Et là, vous ne pouvez pas empêcher à un Sénégalais de venir au Sénégal. Vous ne pouvez pas empêcher à un Malien de retourner au Mali. Ce que vous pouvez faire, vous venez d'une zone infectée et donc on prend les dispositions pour le mettre en quarantaine,
pour surveiller. Voilà. Donc c'est un peu ces choses-là que moi je pense que nous devons aller avec. Justement, par rapport à cette question de quarantaine, alors M. Kone, elle a déjà commencé à parler des mesures. Alors il y a ce qu'on appelle parmi ces mesures là l'isolement volontaire de ceux qui viennent justement des pays qui sont déjà affectés par le Covid-19. Alors est-ce qu'il y a un accompagnement des autorités sanitaires par rapport à ce type d'isolement? Comment il doit s'opérer concrètement? Merci. Et comme effectivement, c'est le confinement, l'autoconfinement. La personne qui est supposée, d'abord, on a eu généralement les personnes qui viennent des foyers, des grands foyers, comme en Chine, comme en Italie. Généralement, ces personnes sont déjà mises en quarantaine avant d'embarquer dans les avions. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà fait leur quarantaine avant d'être sur le territoire malien. Mais malgré tout cela, à leur arrivée, on prend leur température. Si d'aventure la température elle est normale et que la personne n'a aucun signe de la maladie, on lui propose l'autoconfinement. En ce moment, la personne remplit une fiche signalétique qui donne toutes ses adresses et elle va contrôler elle-même sa température journalièrement et elle va être suivie par une équipe. On a mis en place ce qu'on appelle les équipes d'intervention rapide. Et au niveau de l'aéroport, on a un cordon. Et ce cordon a été renforcé par les étudiants de l'École nationale de la faculté de médecine. Excusez-moi, parce que moi, je suis de l'École nationale de médecine. Donc, par la faculté de médecine. Donc, ces jeunes de la faculté de médecine qui sont étudiants en infectiologie renforcent ce cordon. Et quand vous passerez à l'aéroport président Modibo Keïta, l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou, vous allez être fiers de ce dispositif. Et au niveau de cet aéroport également, on a une salle où dès l'instant où il y a un cas suspect, on t'amène dans cette salle, tu es isolé et tu es checké. C'est-à-dire qu'on te fait l'analyse. Si tu es négatif, on te libère. D'accord. Monsieur Sidibé, par rapport au confinement volontaire dans le contexte malien, dans le contexte social du Mali, est-ce que ça c'est rassurant? Je pense que oui. Vous savez, comme j'ai commencé, pour une fois, nous avons peur de quelque chose. Quand les gens ont peur de quelque chose, les gens essaient de s'adapter. Quand je reviens un peu à ce que Madame disait. La société civile est fortement interpellée. Quand vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est inondé des recommandations de l'État. Nous-mêmes, nous partageons les informations, nous essayons de multiplier. Mais l'État doit faire plus. Pourquoi l'État doit faire plus? Il y a la semaine prochaine le festival de Sélingué. Ce n'est pas nous qui pouvons annuler ça, c'est l'État qui peut le faire. Si l'État ne le fait pas, ça va être difficile de que la société civile dit à ces gens-là de ne pas le faire. Il y a eu le festival d'Idadi à Bougouni dans cette semaine. La semaine passée, il y avait le festival du Ouassolo chez nous, les filles. Donc c'est à l'État. Quand vous dites que ce genre de choses ne doivent pas être faites, essentiellement, il faut aller jusqu'au bout. L'État d'interdire ces choses-là. Au Sénégal, comme elle a bien dit, l'État était très clair. Ils ont dit, à partir de tel moment, il n'y a plus de mariage dans les hôpitaux et dans les mairies où il y a plus de 10 personnes. Il n'y en a plus. Les championnats sont arrêtés au Sénégal. Ils l'ont arrêté. Aujourd'hui, on joue les championnats. On ne peut pas jouer les championnats et demander aux téléspectateurs de ne pas aller dans les stades. Donc c'est pourquoi nous demandons plus à l'État. On ne demande pas de fermer systématiquement, par exemple, les frontières ou bien systématiquement... certains aéroports. On ne demande même pas de fermer les aéroports. Ce qu'on demande, par exemple, on ne peut pas empêcher un Malien de venir au Mali, mais on peut empêcher pour un temps aux Italiens de venir au Mali, comme les États-Unis le font aujourd'hui. Donc, en ce moment, c'est un nouveau type de contrôle qu'on peut faire et c'est ce que nous nous demandons. Alors, professeur, certains observateurs estiment que le défi de la prévention et de la lutte contre le Covid-19 intervient dans un contexte de désorganisation de certains de nos hôpitaux. Alors, est-ce qu'on pourra facilement faire face à ce défi? Ouais, je crois que c'est pour cela, aujourd'hui, je crois que la stratégie, c'est empêcher de l'arrivée. Donc, je crois que toutes les mesures aujourd'hui doivent aller dans ce sens-là. Et quand il y a quelques cas qui vont arriver, vous avez vu, le Covid-19, le taux de létalité, ça ne tue pas beaucoup. Ça ne tue pas beaucoup. Quand c'est trop élevé,
que comme ça provoque un certain nombre de difficultés respiratoires, il y a un besoin d'appareils pour la réanimation des gens. Et ça, nous autres plutôt souhaitons que cela n'arrive pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, même en Europe, c'est ça qui manque et on doit choisir qui réanimer, qui n'est pas réanimé. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ensemble, toutes les mesures dictées par le gouvernement qui interdit les festivals, il a dit de suspendre les festivals. C'est l'autre. Ça a été dit. C'est dit, suspendre le festival d'hiver. Donc de ne pas aller vers le show. Même moi, je devais aller à Paris, mais j'ai arrêté. On nous dit. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons mettre le paquet pour vraiment éviter que ça arrive. Et les cas suspects qui seront positifs, on ne souhaite pas. Mais si c'est positif, les dispositions qui sont là, c'est vraiment cerner tous les processus pour éviter qu'on arrive à des situations vraiment que nous sommes en train de voir en Europe. Alors, M. Koné, je rappelle que vous êtes du ministère de la Santé, de l'hygiène publique. Alors, on parle quand même de désorganisation de certains hôpitaux. C'est une inquiétude chez certains de nos compatriotes. Est-ce que cette situation doit être assez prise au sérieux? Bon, moi, je ne parlerai pas de désorganisation des hôpitaux. Parce que comme vous le savez, je ne sais pas si vous avez suivi juste avant l'épidémie de Covid-19, en France, les hospitaliers demandaient beaucoup de moyens. Donc dans tous les pays, quand vous regardez, les hospitaliers demandent beaucoup de moyens parce que c'est la médecine de haut niveau qui nécessite beaucoup de ressources humaines, beaucoup d'équipements. Donc en fait, ce n'est pas une désorganisation des hôpitaux. Aujourd'hui, en termes de ressources humaines, on peut dire que le Mali a fondamentalement amélioré les ressources humaines. Quand on regarde de là où nous sommes partis et de là où nous sommes aujourd'hui, on peut dire qu'en matière de santé, aujourd'hui, le Mali peut se targuer d'avoir vraiment les ressources humaines. Moi, j'étais l'autre jour à Dakar, un collègue dakarois m'a demandé, un confrère, il me dit, mais comment vous faites pour mettre des médecins au niveau CESCOM? Le Mali est le seul pays aujourd'hui qui peut former un médecin et qui peut l'envoyer au niveau village pour qu'il exerce son art. Les autres pays aujourd'hui n'ont pas ce label parce que les médecins préfèrent généralement rester en ville. Donc en termes de maillage du territoire national, on peut dire qu'aujourd'hui le Mali peut se targuer d'avoir des ressources humaines compétentes qui sont déployées même au niveau village. Quand nous prenons les hôpitaux aujourd'hui, on regarde également qu'au niveau de nos hôpitaux, il y a une spécialisation qui s'est faite. Le CENAMS qui se spécialise en dermatologie et en urgence, l'hôpital du Point G qui se spécialise dans les grosses pathologies, l'hôpital de Kati qui est dans la traumatologie. Donc vous voyez, donc aujourd'hui on peut dire que des efforts ont été faits pour répondre à de tels enjeux. D'accord, donc M. Sidibé, je rappelle que vous êtes d'une structure qui intervient dans l'évaluation des hôpitaux. Alors le ministère vient de nous faire savoir qu'effectivement des efforts sont faits. Alors, par rapport aux hôpitaux, quel est votre avis? Oui, au même titre que le ministère, ce n'est pas une désorganisation, mais c'est un manque de plateau technique. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. On a peut-être aujourd'hui les expertises en termes de ressources humaines, mais on manque de moyens techniques. Tu as beau être formé, si tu n'as pas les matériels pour exercer, ça va être difficile de faire votre travail. Donc, sur ce plan, on manque de plateaux techniques. C'est pourquoi nous interpellons pour faire tout pour que ça n'arrive pas, comme l'a dit l'Atlantique. Nos hôpitaux aujourd'hui n'ont pas d'équipement nécessaire pour faire. Ce n'est pas nous, hein. Même en France, ils ont ce problème aujourd'hui d'équipement pour faire face. En Italie, c'est pareil. La preuve, c'est la Chine aujourd'hui qui amène les matériaux de la Chine vers l'Italie pour pouvoir faire face, pour aider l'Italie. Donc on n'a pas les moyens, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut avoir le courage de le dire, on n'a pas les moyens aujourd'hui techniques nécessaires pour pouvoir faire face à cette pandémie. Maintenant, la seule solution pour nous, je pense que c'est ce que le gouvernement est en train de faire, c'est d'éviter que ça n'arrive, ou si ça arrive, que les cas soient détectés tout de suite et qu'on parvient à l'isoler et que ça ne propage pas au sein de la population. Sinon, si par Malaisie ça arrivait, ça va être très difficile que nos hôpitaux y fassent face. La preuve, comme il a dit, peut-être que dans tout Bamako, l'équipement nécessaire aujourd'hui se trouve à l'hôpital du Point G, pas dans les SOSCOM, ni à l'hôpital de Gabriel Touré. Donc ça va être difficile que l'hôpital du Point G seul
ou quelques hôpitaux fassent les nécessaires. Alors, avant de donner la parole à professeur Sanogo, alors, M. Kone, on parle quand même des difficultés d'accès effectivement aux soins de santé au niveau de certains hôpitaux, faute de plateaux techniques dignes de ce nom. Bon, c'est le grand problème c'est un problème qui est posé, comme il l'a dit, même au niveau international. Bon, souvent, le syndrome respiratoire aigu, le Covid-19, nécessite un plateau de réanimation niveau élevé. Maintenant, les économistes pensent que, est-ce que tu dois faire des places comme ça pour 1000 personnes et que tu fasses 5 années sans en avoir besoin? Donc, quand on regarde le plateau technique, normalement, le plateau technique, il est relevé en fonction des challenges, en fonction des défis qui nous sont opposés. Et quand on regarde au niveau du ministère, j'avais échangé avec lui dans les coulisses, des efforts ont été faits pour mettre le scanner en marche, des efforts sont faits pour relever le plateau technique. Et aujourd'hui, tous les centres de santé de référence de Bamako peuvent se targuer d'être des hôpitaux de deuxième référence. Il y a non seulement les spécialistes, il y a les plateaux techniques. Mais comme il le dit, on peut toujours mieux faire. Parce qu'il faut reconnaître que la santé est toujours confrontée à de grands défis. Et ces défis évoluent dans le temps et dans l'espace. Alors, professeur Sanogo, en dépit de toutes ces difficultés qui viennent d'être citées, qu'est-ce que la médecine traditionnelle peut apporter en termes de changement par rapport à cette situation? Ok, d'accord. Bon, moi, quand même, je voulais rassurer la société civile. J'ai dit ici, moi aussi, je suis du ministère de l'enseignement supérieur et de la santé, parce que le département médecine traditionnelle évolue au sein de l'Institut national de santé publique, dont le DG, le professeur Akori, est d'ailleurs le coordinateur de toute la riposte au niveau, au niveau du pays. Je crois que c'est vrai, il y a des problèmes techniques dans nos hôpitaux, des plateaux techniques, mais nous ne devons pas oublier l'expérience de prise en charge de la maladie à virus Ebola. Face à une épidémie, on met en place des structures spécifiques. Et je crois, il a été dit, au niveau du Sénat, il y a un système. Au niveau du point G, samedi, j'ai discuté avec des médecins. Aujourd'hui, tous les médecins sont outillés en matériel pour éviter, pour faire en sorte que si jamais il y a un cas, comment eux-mêmes ils doivent se protéger pour affronter. Et donc, ils sont préparés à ça. Donc, je voulais dire ça avant. Merci. L'apport de la médecine traditionnelle. Moi, je pense aujourd'hui, dans toute maladie, la lutte de toute maladie, la médecine traditionnelle peut apporter sa contribution par 3 niveaux. Premier niveau, c'est les praticiens, c'est-à-dire les praticiens de santé qui vivent au sein de la communauté, qui constituent le premier contact de la population. Donc, eux, à leur niveau, nous devons les informer sur les problèmes et ils peuvent nous aider à ce niveau. Et également, la médecine traditionnelle peut contribuer avec des pratiques. Par exemple, on dit aujourd'hui, il y a des mesures à prendre, donc on peut passer par ces praticiens pour inculquer pour leur donner des informations pour les bonnes pratiques et éviter des mauvaises pratiques qui peuvent exister, qui peuvent faciliter la transmission. Est-ce que cette médecine a aujourd'hui le soutien politique, le soutien des autorités, par exemple, la médecine traditionnelle aujourd'hui, dans le contexte du Mali? Au contexte du Mali, le Mali est un des pays cités en exemple, à l'avant-garde de la recherche sur la médecine traditionnelle. Le centre que j'ai, le département que j'ai en charge aujourd'hui a plus de 50 ans. Donc avant l'OMS, on a eu des autorités maliennes comme Somine Dolo, le professeur Mamadou Koumaré. Somine Dolo a été le premier ministre de la Santé du Mali indépendant, qui ont dit déjà dans les années 57 qu'il fallait prendre en compte cette médecine traditionnelle. Donc, il y a aujourd'hui ce département qui a 50 ans d'expérience et qui a été même reconnu au niveau africain. On a eu un prix. Voilà, donc pour dire des volontés politiques. La médecine traditionnelle a de l'avenir au Mali. Voilà, non, on a de l'avenir. Il y a une volonté politique au niveau africain. Le Mali est cité en exemple.
mais on veut que ça soit renforcé davantage. Alors, M. Koné, on parle du renforcement de la médecine traditionnelle. Au début de son intervention, elle a demandé à ce que même la médecine traditionnelle puisse être prise en compte par rapport même à la prévention du Covid-19. Voilà, est-ce que vous allez prendre désormais en compte cette demande? La médecine traditionnelle est prise en compte au niveau de la riposte et de la prévention des maladies. Pour corroborer cela, je vais dire que nous avons un guide de surveillance à base communautaire, où c'est la communauté qui doit détecter l'épidémie et qui doit référer les cas. Et cette surveillance à base communautaire, pour cette année, on peut dire qu'elle a bien marché dans certaines localités où, aujourd'hui, à cause des problèmes sécuritaires, les professionnels de santé ne peuvent pas s'y rendre. Donc, on a élaboré et on a mis en place ce qu'on appelle un guide de surveillance à base communautaire des maladies. Donc, ça qui s'appuie vraiment sur les leaders communautaires, qui s'appuie sur les médecins traditionnalistes. Et dans notre démarche, on n'oublie jamais que le médecin, que le praticien est le premier niveau de contact des malades au niveau périphérique. Alors, M. Sidibé, la médecine traditionnelle, un mot là-dessus, ça peut aider Je pense que oui, je le disais tantôt que c'est impossible de fermer nos frontières. Parce qu'il y a des pistes ruraux entre les pays. Et dès que quelqu'un tombe malade dans nos villages, le premier contact, ça c'est les gens de la médecine traditionnelle. Je pense qu'ils doivent être fortement impliqués. Pas que eux, l'ensemble de la société, comme étant dit, l'ensemble des acteurs de la société civile, la population, chacun doit être impliqué à son niveau. Et chacun doit avoir le devoir même de s'impliquer à son niveau pour pouvoir trouver la solution. Alors, M. Koné, sur les réseaux sociaux, on entend certaines rumeurs, comme quoi le Covid-19 ne peut pas résister à une température au-dessus de 20 degrés. Est-ce qu'on doit prendre avec sérieux ce type d'informations? Bon, malheureusement, les réseaux sociaux, ils sont utiles. On peut même dire qu'ils sont futiles, mais souvent, ils transmettent des informations qui ne sont pas fondées sur des bases scientifiques. Et aujourd'hui, dans la gestion de la pandémie à Covid-19, nous sommes obligés, nous, en tant que ministère de la Santé, de faire avec les réseaux sociaux. Parce qu'il y a tellement de désinformations qui passent à travers ces réseaux sociaux que si on ne fait pas attention, ça va créer la panique au niveau de la population. D'une manière générale, le Covid est dû à un virus. Et on sait que les virus sont fragiles. Mais quant à dire qu'à 20 degrés ou à 30 degrés qu'il n'y a pas de transmission, scientifiquement, cela n'a pas été prouvé. D'accord. Professeur, est-ce qu'aujourd'hui, le port systématique du masque est nécessaire dans le contexte du Mali? Je rappelle que vous êtes quand même chercheur en pharmacie. Bon, oui, la question du port de masque, pour le moment, chez nous, ce n'est pas une exigence qu'on peut faire comme dans les zones où vraiment il y a la forte transmission. Parce que le masque, c'est pour éviter de transmettre. Parce qu'on a donné le mode de transmission. C'est pour protéger le praticien qui doit travailler sur l'autre. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je disais, tous les médecins sont équipés aujourd'hui de matériel. On ne souhaite pas si c'est là. Donc, mais bon, sur les fausses nouvelles quand même des réseaux sociaux, toute l'information qui circule, chaque chose a les pour et les contre. Aujourd'hui, il y a des informations qui circulent que nous devons dire à la population. Nous profitons de cette occasion pour dire aux Maliens de ne pas chercher les raisons de ne pas se protéger. Merci beaucoup. Alors, M. Sidibé, est-ce que ce Covid-19 peut avoir un impact sur les élections législatives, notamment sur la campagne et même le taux de participation en 30 secondes? Aujourd'hui, je pense que non. Parce que comme il n'y a pas de cas confirmés au Mali, donc je ne pense pas qu'il y ait des raisons pour reporter les élections aujourd'hui. M. Koné, ça peut avoir un impact sur les élections législatives, 30 secondes? L'exemple de la France nous permet de savoir que c'est eux qui ont déjà des cas confirmés, ont montré qu'en prenant certaines dispositions, les élections peuvent se tenir.
Merci. Donc, c'est ce mot d'espoir qui met fin à cette émission qui portait justement sur le Covid-19 au Mali. Nous étions avec Moussa Koné, le sous-directeur de la lutte contre la maladie à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Orekia Sanogo, elle est professeure à la faculté de médecine et chef du département de la médecine traditionnelle. Et Amara Sidibé de SOS Hôpitaux. À la régie vidéo, il y avait Peting Diara, à la mise en onde de Adjaratou Traoré, à la coordination Issa Fakaba Sissogo et à la présentation Ibrahim Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba.